Bonjour et bienvenue sur le podcast Un si bon terme, le podcast où on parle avec des personnes expertes de la vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, on rencontre Marie de la chaîne La Boîte à Curiosités, que je vous invite évidemment à aller découvrir. Marie a une particularité par rapport à toutes les personnes que j'ai interviewées précédemment, c'est qu'elle ne vient pas du monde scientifique, mais du monde de l'art. Et elle nous retrace une partie de son parcours où on peut voir à quel point les maths sont une barrière, parfois infranchissable, même pour des personnes passionnées. Et dans le cadre de son travail de vulgarisatrice aujourd'hui, elle a cette casquette de vidéaste sur YouTube, mais elle travaille aussi avec d'autres médias, notamment des lives pour Arte qu'elle co-anime avec Valentine. Valentine qui était notre invitée dans le podcast précédent. Au moment où on enregistre, on est à Avignon, en septembre 2022, et on attaque la conversation justement avec son travail sur les lives, dont le premier parle du nouveau télescope James Webb. Mais je n'en dis pas plus, et je lui laisse la parole, puisqu'elle en parle en si bon terme. Putain, j'ai vu que tu allais faire des lives avec Arte, en fait. Bah, on a commencé là, déjà. Ouais, on a commencé déjà avec Valentine. Ouais. On fait ça toutes les deux. Vous en avez fait un seul, ouais. c'est ça. C'était pour James Webb, l'arrivée des images. Ouais. Et là, on attend un peu, tout le monde était en vacances. Mais normalement, le second, ça sera sur Tara, Océan, qui rentre en Je octobre. sais pas ce que c'est. C'est la mission océanographique qui collecte du plancton en faisant le tour du monde. Ok. Et là, ils rentrent en France avec le bateau. Donc, faire le bilan et tout de ce qu'ils ont réussi à pêcher, découvrir comme plancton, tout ça. Mm-hmm. Donc, normalement, on fait ça. Et ça, c'est un rendez-vous qui va être tout le temps, tous les mois, ou juste... En fait, on ne sait pas, c'est un pas. peu genre ponctuel dans l'année, quand il y a un grand événement de science qui tombe. Mais donc, du coup, on ne sait pas trop. Ok. Puis comment vous préparez ça, l'émission ? Quand on a une date, genre là, on savait que telle date, il allait y avoir James Webb. On a contacté, le but, c'était qu'on ait un vulgarisateur associé à la thématique. Donc là, on avait Sébastien Carassou. Et on a pris un chercheur ou un expert. Genre là, c'était David Elbaz, qui est astrophysicien, qui est venu. Donc c'était cool, c'était un peu genre friendly et tout. Et on repassait en direct les images de la NASA, il y avait une conférence de presse et tout. Et après, comment on a préparé ça, là, c'était spécial parce que c'est la première, donc il fallait qu'on trouve un peu une structure. Moi, j'avais dit que je voulais garder un peu ce truc manuel, donc j'ai fait une maquette de James Webb, genre en carton avec de l'aluminium. C'était rigolo pour montrer un petit peu à l'image à quoi ça ressemblait. Et on voulait faire des chroniques, donc on avait écrit aussi des chroniques. Et après, c'était surtout de la discussion et puis de la réaction par rapport aux images, en questionnant l'expert. Et Sébastien avait fait une chronique aussi, c'était cool. Ok. Voilà. Donc des chroniques, interviews, un petit peu un format classique de live comme ça. Est-ce que c'est... Donc ça, c'est avec Arte ? Ouais. Est-ce que c'est Arte qui produit aussi ? Non, c'est une boîte de prod indépendante qui s'appelle Youbi Live, si je dis pas de bêtises. Je connais pas. C'est qui a pensé le format ? Est-ce que vous étiez inclus dans penser le format, comment faire les interviews ? Parce que j'imagine que vous avez organisé, ok, on va faire une chronique maintenant, après on fait un petit peu une interview, après on est un petit peu... J'imagine que vous avez quand même découpé votre live. Ouais, en fait, ça s'est passé très... En fait, on n'était pas du tout... Nous, ils nous ont appelés, moi toute seule, puis Valentine toute seule, puis en fait, ils se sont dit peut-être un binôme, c'est cool, puis en fait, je sais qu'à un moment, il y avait d'autres personnes qui avaient été envisagées, on fait passer un gros casting, et ils savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire. Ça dépendait aussi de qui ils prenaient, parce que chaque vulgarisateur, sa personnalité, Bien ses sûr. envies, tu vois. Moi, j'ai envie de faire des maquettes, mais il y en a d'autres, c'est pas leur truc. Donc en fait, dès que le casting il a été fait, on a commencé à parler de ça. Ils nous ont dit, nous, on veut couvrir les événements de science en direct. On fera ça, il y aura un envoyé spécial sur le terrain. Mais à partir de là, c'est un peu carte blanche, donc ils nous ont vraiment impliqués dans le processus de conception de l'émission, en fait. Donc c'était hyper cool. Et petit à petit, Valentine a dit, moi j'aime faire ça, je me sens à l'aise comme ça. Moi j'ai dit, moi j'aime faire ça, je me sens à l'aise comme ça. Et puis en fait, ça s'est fait vraiment en mode team dans le processus créatif de l'émission, et c'était trop cool. Ouais, vous avez eu cette liberté-là de faire un petit peu comme vous voulez. Est-ce que vous avez fait... donc j'imagine que vous aviez un plan de comment ça allait se dérouler. Et ça, c'est quelque chose qui était pensé quand même avec la prod ou Arte ? On a fait tous ensemble, en fait. Tous ensemble, tout le temps, tous ensemble. Ça a été un gros boulot. Maintenant, ça sera plus facile, parce que maintenant qu'on a la structure, qu'on sait à peu près le squelette de l'émission, là, on pourra broder dessus. Mais ouais, en fait, on faisait des allers-retours avec Arte, avec la prod. On a vraiment bossé tout le temps ensemble, quoi. Ok. C'était trop bien. C'est cool quand ça se passe aussi bien. C'est clair, parce que c'est pas l'émission, on me dit, tiens, il y a ce texte et tu vas faire ça. Et là, genre, juste, ils étaient en mode, on va faire ça à super confort. Vous avez carte blanche, t'as envie de faire tel sujet, fais ça. Juste fais-toi kiffer. C'était trop bien. Donc, en vrai, j'étais hyper contente de le faire comme ça. Là, on était vraiment impliqués dans le truc, quoi. Et t'avais deux casquettes. Une casquette d'animatrice, parce que tu devais animer la chose,
chose, et de vulgarisatrice, parce que tu faisais des chroniques et des maquettes, etc. Ouais. En plus, quand ils nous ont appelés avec Valentine, ils nous ont dit, en fait, il y avait plusieurs rôles, ils cherchaient plusieurs personnes au casting. Il y avait des chroniqueurs ponctuels, comme Sébastien, donc des vulgarisateurs qui viendront ponctuellement en fonction des thématiques. Ils cherchaient un ou des animateurs, et ils cherchaient quelqu'un qui partirait sur le terrain en fonction de la thématique. Et moi, j'avais dit, je veux pas animer. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, mais j'ai zéro expérience. J'aimerais bien peut-être faire d'autres choses avant. Là, je me sens pas pour un truc si gros et tout. Et Valentine a dit pareil, moi, je veux pas animer. Et du coup, quand ils nous ont appelés, ils nous ont dit bon, on sait que vous voulez pas animer, mais si on vous dit que vous animez à 2, et ils savent qu'on s'entend bien avec Valentine. Et on a dit bon. Ok, on se lance. Et du coup, bon, on était en binôme, mais ça a bien fonctionné. À la base, on voulait pas animer. C'est un autre métier, en fait. Hein. C'est ça. Et comment est-ce que tu as vécu l'animation ? C'était quoi le challenge de l'animation ? Tu sais, en fait, c'était hyper difficile parce que j'avais la feuille de route, il fallait timer, j'avais une oreillette avec le mec qui me disait non mais en fait là on va lancer ça, non mais en fait cette chronique on la déplace et en fait on fait ça, bon bah vas-y, et David Elbaz il vient de dire ça, vas-y lance Sébastien, et j'étais genre waouh, t'avais une oreillette. Ouais, on avait une oreillette au cas où, bah non en fait la NASA ils ont décalé ça et tout, tu vois, fallait comme c'est du live avec rediffusion d'un événement, tu vois, il y a des imprévus et tout. Donc, c'était challengeant, hein. Et t'avais zéro eu entraînement avec l'oreillette avant ? Non. Parce que donc moi j'ai travaillé en télé aussi, puis j'avais une oreillette, mais moi je parlais pas, c'est-à-dire que je faisais des expériences sur plateau, et j'avais l'oreillette du réal qui me disait non Viviane, mets-toi un petit peu plus pour la caméra 3, tourne-toi 45 degrés et tout, mais moi j'étais concentrée dans mon expérience, et je me souviens que ça me perturbait énormément, l'oreillette, ça m'a pris énormément de temps de m'y habituer, parce que tout d'un coup c'est comme wow, il y a quelqu'un qui me parle. Ok, et puis en plus t'as l'autre qui te parle, donc il y avait David Elbaz qui me parlait, puis j'entendais oui, alors après on fait ça, j'ai une oreille là, je dois regarder, j'étais waouh, c'est hyper dur en fait, t'es sollicité de ouf partout, donc j'ai découvert ça. Est-ce que au moins dans l'oreillette c'était tu entendais que les choses qui t'étaient destinées à toi? Ok, ça c'est non franchement, parce que moi j'entendais tout le plateau technique. J'aurais pas pu le faire en fait parce que c'était trop, il y avait Sébastien qui parlait, Valentine, David Elbaz, machin et tout. Non, ils ont été au niveau de la prod, c'était impressionnant, ils étaient je sais plus combien, genre une dizaine dans le backstage quoi, et ils avaient tout pensé, le son de l'oreillette tout doucement, dire vraiment des phrases méga concises en mode là il se passe ça, on va faire ça, tu peux dire ça, c'était pas genre oui alors du coup tu peux ça, c'était vraiment oui je trouve que tu as été un petit peu ce serait bien que tu mettes un peu plus concise, mais bon je te dis ça non ils ont été hyper pro, non franchement c'était une expérience vraiment confortable quoi. Ok, donc ça c'était donc ça donne envie de recommencer quoi. Okay. Ouais, là on s'est dit c'est baptême du feu, c'était un peu stressant, mais après on en est ressortis tous trop contents en mode bon vas-y on va continuer, c'est trop bien. Donc voilà. Est-ce que ça t'a donné envie d'avoir plus souvent une casquette d'animatrice? Ouais, ça m'a donné de la force et puis il faut de l'expérience de toute façon, de l'entraînement. Ouais, on verra. Bon, en tout cas oui, moi j'attends que ça, que de travailler ça en fait, c'est juste que ça me fait peur parce que je suis pas à l'aise, mais en même temps faut bien commencer. Donc, c'est quand même c'est là que tu vois quand même ce monde-là du numérique où t'es plongé dans un nouveau monde, mais comme ça, et puis directement une grosse écoute. Je sais pas, est-ce que tu sais combien il y a eu de spectateurs au fil de la... Ouais, je crois qu'on était beaucoup. Nous, en fait, ce qui était très très confortable et très cool, c'est qu'ils nous ont dit, en fait, cette émission, c'est un test. En vrai, on n'a pas d'attente d'audience, donc délestez-vous de ça. Ils savaient que... On n'a pas eu trop de noms, mais on savait qu'ils avaient contacté Davidest avec beaucoup plus d'abonnés que Valentine et moi. Bon, on a un peu d'abonnés, mais en vrai, on va pas ramener une communauté de 1 million de personnes. Non, bien sûr. Et que de toute façon, ils voulaient le faire pour plus un aspect créatif. Enfin voilà, ils nous avaient choisi pour ça. Et du coup, on était délestés de ça. Ils étaient en mode, on s'en fout de l'audience. On fait 10 personnes, on s'en fout, on fait 1000, tant mieux. Et en fait, je crois qu'on a eu 4000, un truc comme ça. Ils ont dit, non, en fait, c'est trop bien. Et ça s'est vraiment bien passé. Les gens étaient super contents pour un live qui a duré quasiment 2 heures. Ils sont restés, les gens étaient... Enfin, c'était trop bien. Est-ce que c'est un live qu'on peut revoir quelque part ou il a été sur la chaîne Twitch, il était en rediff. Mais ça reste pas indéfiniment, je crois. Je sais pas. Après, je sais qu'ils ont une chaîne, je sais plus comment elle s'appelle, la chaîne d'Arte numérique un peu. Enfin, en fait, c'est la chaîne où ils font des rediffs de Twitch, où ils mettent des émissions longues. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais peut-être plus tard, je sais pas. Ok. Donc 17 octobre pour la prochaine, a priori. A priori, à confirmer. À confirmer. Ouais, parce qu'en plus les lives comme ça, c'est quand tu vois Artemis qui a été décalé plein de fois et tout. En fait,
tu sais pas, donc il y a plein d'aléas dans ces événements. Donc on s'est dit, on sait que dans l'année il va se passer ça. Il y aura aussi la révélation des... tu sais, ils ont trouvé des sarcophages sous les dalles de Notre-Dame en faisant les travaux, sarcophages de plomb. Donc ils sont en train de chercher l'identité un peu, savoir l'histoire de ces sarcophages. On sait qu'il y aura ça, il y aura le GIEC à un moment. On sait pas. On sait qu'il y aura ça, mais si demain il se passe un truc, voilà, faudra réagir et être prêt et se dire ok, ça c'était pas prévu, on va le faire. Mais bon, voilà, on sait pas trop. Là, avec ce live, c'était donc le James Webb, on est dans de l'astro, dans la physique et tout ça. Puis toi, sur ta chaîne, c'est pas trop tes thèmes, non, n'est-ce pas? Est-ce que ça a été difficile pour toi de t'ajuster? Non, parce que au final, moi c'est une chance et pas une chance, mais comme j'ai pas de cursus scientifique derrière moi, je joue toujours la curieuse. En fait, quel que soit le sujet. Bon, alors bien sûr, j'ai des sujets de cœur parce que je suis passionnée de sciences naturelles, c'est comme ça. Mais pour autant, je connais pas trop l'astro, mais pourquoi pas quoi. Enfin, c'est cool si je peux poser des questions aux experts et réussir à trouver des infos et papoter sur le sujet. Moi, ça me va. Enfin, je me place jamais en tant qu'experte ou spécialiste, quoi. C'est juste, je questionne, je m'interroge, je pose des questions. Mais t'avais pas des chroniques à faire sur cette émission-là aussi? Si. Du coup, on n'a pas eu le temps de la faire. J'avais fait un truc sur les exoplanètes dans la science-fiction. Ok. J'ai pas eu le temps de la faire, j'étais un peu dégoûtée. Mais bon, c'est le jeu de toute façon du live. Hein, donc, bien sûr. Donc voilà. Mais j'ai fait une chronique là-dessus. Et après, j'avais fait une maquette de James Webb pour qu'avec David Elbaz, on se dise, tu vois, il y avait tant de feuillets. En fait, il est construit comme ça. Là, il y a des miroirs. À quoi ça sert? Quels matériaux, etc. Donc, c'était toujours d'utiliser l'objet comme catalyseur de discussion. Donc, voilà. Pour revenir à ta chaîne, donc tu disais que toi, tu n'as pas de formation scientifique à la base. Comment est-ce que tu perçois les contenus vulgarisés qui sont faits plutôt par des scientifiques? En fait, parfois, je suis même pas sûre de faire la distinction. Après, ça dépend. Parfois, je sens, comparé à moi, qui est parfois pas un vocabulaire, faut que je l'apprenne, ce vocabulaire, sur un sujet où je découvre tout le temps. Des gens, tu sens que, voilà, c'est des termes auxquels ils sont habitués depuis très longtemps. Tu sens que, voilà, ils sont hyper à l'aise avec le sujet, ils ont l'habitude, ils savent rebondir. Tu sens quand même qu'il y a des réflexions qui sont beaucoup plus fluides et des mécanismes dans la tête qui sont beaucoup plus complexes et tout. Moi, j'ai l'impression vraiment d'avoir une réflexion naïve. Parfois, d'ailleurs, c'est un peu un complexe pour moi parce que je me dis, mais c'est naïf ce que tu fais. Et je sais qu'on m'a déjà dit, oui, c'est très scolaire ce que tu fais. Mais en même temps, comme j'ai pas de background scientifique, oui, j'ai un processus scolaire dans le sens où je vais chercher une source, je la découvre, ensuite je vais voir un chercheur, je lui pose des questions. Enfin, tu vois, c'est peut-être plus journalistique, je sais pas. Mais après, non, c'est des façons de vulgariser différentes. Mais je sens qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise et qui tiennent leur sujet. Mais enfin, c'est cool aussi. Non, bien sûr, c'était pas de les mettre en opposition, mais plus d'avoir un petit peu ta perception, parce que il y a quelque chose que tu fais dans ton livre, et puis aussi souvent dans tes vidéos. Donc moi, j'ai vu le livre jaune. Ouais. C'est quoi son titre? La boîte à curiosité. Tout simplement. Et dans ce que tu fais beaucoup, c'est du picorage. C'est-à-dire que tu prends un tout petit sujet, t'en extrais une information, et puis tu vas faire plutôt plein de sujets qu'un sujet. Ouais, c'est ça. Après, ce livre-là était plus jeunesse. Donc je me suis dit, il faut que ça soit digeste aussi, parce que mine de rien, il est jeunesse, mais il y a quand même des trucs un peu costauds. Donc je me suis dit, bon, je vais pas faire 10 pages sur un sujet, j'ai peur de, perdre leur attention. Donc je me suis dit, en fait, tu le vois au fil du livre, plus t'avances dans les pages, plus c'est un peu plus compact. Mais au début, c'est beaucoup de petites informations, parce qu'en fait, j'ai essayé de faire une espèce de voyage dans la curiosité. Au début, voilà, justement, tu picores les infos, ok, tu les prends, on digère, ok, prends un petit peu plus gros, puis ensuite un peu plus gros, puis j'ai essayé de faire un truc un peu comme ça, justement, où je me suis dit, peut-être qu'au fil des pages, les informations vont être plus denses, et du coup, les textes aussi. Et peut-être que ça va apprendre aux gens à se familiariser avec le fait de digérer les infos petit à petit. J'ai essayé de faire ça. Moi, ça m'a beaucoup fait penser aux scientifiques que je connaissais quand j'étais petite. Ouais. Tu sais, donc tu ouvres les pages, puis tu as plein de petits encarts, et puis des fois, tu as un plus gros dossier. Ouais. Donc c'est vraiment à ça que ça m'a fait penser. Est-ce que c'était une de tes lectures quand tu étais petite? Ouais, beaucoup. Ouais. Beaucoup. Et puis de toute façon, voilà, en tant que non-scientifique, j'adorais picorer, quoi. Les infos. J'adorais ce truc de « Oh, j'ai telle info, c'est trop bien ». Et puis après, je l'ai. Et si je veux aller chercher de mon côté plus loin, c'est trop bien, je peux le faire. Mais j'étais très dans ce truc de boulimie, de petites infos. Ah, mais ça, c'est trop bien, mais ça, c'est trop bien, mais ça, c'est trop bien. Et du coup... C'est ça que tu reproduis aussi, quoi. Ouais, je reproduis ça parce que je pense que pour le grand public, qui est pas du tout familier peut-être avec de la science, c'est une des bonnes façons de titiller la curiosité scientifique des gens. Alors justement, c'est ça ton objectif en vulgarisation? C'est quoi ton objectif? Parce que tu sais, on peut avoir un objectif
qu'il y ait vraiment un enseignement et qu'on ait passé du bon temps, qu'on ait titillé la curiosité. Est-ce que tu as identifié vraiment c'est quoi ton objectif? Non, en vrai, j'ai vachement expérimenté en 3 ans parce que pour 1000 raisons, parce que je savais même pas si j'allais en faire mon métier, parce que c'était même pas le but au début, parce que je connaissais pas le milieu et qu'en fait, encore aujourd'hui, j'apprends. J'ai l'impression qu'au bout de 3 ans, ça y est, je commence à comprendre justement ce que j'ai envie de faire et tout. Mais 3 ans, tu te dis c'est vachement long et en même temps, tu te dis non, c'est passé si vite et tout. J'aime beaucoup ce truc de donner une info insolite et ça étonne et de jouer dessus et après, parfois, comme des petites branches, quoi, de bifurquer et divaguer sur d'autres choses ou pour approfondir. Mais en vrai, je sais pas, j'ai eu un gros problème sur ma chaîne, c'est que j'avais envie de faire 1000 formats. Genre, je disais, mais je vais faire du long, mais en fait, je vais faire du court, et puis en fait, je vais faire des costumes, et puis en fait, je vais faire ça, et puis en fait, non, là, je vais m'atteler vraiment à des trucs beaucoup plus sérieux. Genre, je suis partie sur des sujets de 20 minutes sur les zoonoses en mode. Mais j'avais envie de le tester, tu vois. Donc là, au bout de 3 ans de chaîne, ma chaîne est un peu un ovni dans le sens où on m'a toujours dit mais t'as pas un format ou genre je sais pas, non, j'avais envie d'expérimenter. Tu cherches encore à converger en fait. C'est ça. Donc mais bon là ça y est, au bout de 3 ans je commence à me dire ok, là ça y est, je sais ce que j'aime faire, j'ai tout testé un peu, j'ai fait 1000 trucs, des formats courts, des trucs enfin bref, et là je commence à me dire ok, et je crois que ce que j'aime bien, mais un peu ce que j'ai fait là pour les conférences pour Frames aussi, j'aime bien utiliser la pop culture ou des choses qui raccrochent le grand public à de la science. Donc je pense que cette année je vais peut-être faire ça. Là je pensais à faire une vidéo sur la vraie fin de Nemo, tu sais, pour parler de la sexualité des poissons clowns. Oui, tout à fait, ouais. Donc, voilà. Donc je pense que je vais essayer peut-être de prendre des sujets comme ça qui raccrochent bien le grand public. Je vais essayer en fait, moi, c'est hyper, je vais pas dire narcissique, mais en fait, c'est mon reflet de moi-même. Quand j'étais petite, en fait, j'ai envie qu'on me parle comme quand j'étais petite et non scientifique. Et j'ai envie de penser à ce grand public, en fait. Quand j'étais petite, je voulais vraiment être scientifique. Je voulais travailler avec les animaux, les sciences naturelles, ça me passionnait. Mais vraiment, au niveau scolaire, j'en ai souffert. On m'a dit, mais t'es nulle. Non, genre, fais pas ça. Je suis vraiment tombée sur des profs et tout. Genre, j'ai pris des cours particuliers de maths, on m'a mis à la porte devant ma mère en me disant votre fille, à part faire secrétaire, elle ne fera rien de sa vie, on veut plus la voir en cours particulier de maths. Ah oui. Tu vois, genre ce genre de mots, bon, déjà sympa pour les secrétaires. Et des trucs où vraiment moi j'étais convaincue que j'étais mauvaise, que j'étais pas légitime pour ça. Et en fait petit à petit je continuais comme tu dis dans Sciences et Vie Junior je sentais que j'avais cet amour là quand même. Je suis pas scientifique mais quand même j'ai cet amour là en moi. Donc aujourd'hui c'est ça que j'ai envie de faire. Et souvent j'ai une grosse fanbase d'enfants de 7 ans filles. Et là encore au Frame, j'ai quelqu'un qui vient me voir qui m'a dit voilà, je viens de Belgique pour te faire dédicacer le livre de ma nièce de 7 ans. C'est vrai. Parce que genre elle veut être scientifique, elle adore ce que tu fais et genre ouais, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, tu vois. Donc j'ai vraiment ce truc d'essayer d'éveiller une curiosité scientifique chez le grand public, pas forcément pour développer des vocations après, mais parce que cette curiosité scientifique elle est hyper importante pour décrypter plein de choses dans le quotidien. Et du coup, j'essaye un peu de faire ça. Je sais que j'ai envie de faire ça. Donc aujourd'hui, je cherche encore des manières au bout de 3 ans, mais je crois que c'est ça que j'aime bien. C'est à quel âge que c'est collège, lycée quand t'as dit non tu ferais c'était collège. Collège. En fait, j'ai vraiment décliné enfin, je sais que franchement, mais dès le CE2, tout ce qui était table de multiplication, les mathématiques. En fait, ça a commencé avec les mathématiques vraiment, où je me suis dit moi j'aime pas ça. À chaque fois on me disait, enfin j'avais vraiment des résultats scolaires nuls, donc ça me bloquait. J'étais mais en fait je suis nulle. Mes parents en plus ça les stressait un peu, donc ils m'ont payé des cours particuliers à Bâle et moi j'étais mais non mais enfin c'est gentil de me les payer mais je crois que vraiment j'y arrive pas ou c'était pas les bonnes manières. Et SVT, après ça a bifurqué sur la SVT, sur la physique chimie, tous les trucs où il y avait des chiffres, et après c'était des méthodes d'explication très scolaires que je comprenais pas, alors que dans les pages des livres d'école, dès qu'il y avait des images ou dès qu'ils nous montraient c'est pas sorcier, je faisais ok, j'ai compris le concept, genre c'est trop bien. Et je sentais qu'il y avait des façons de transmettre le savoir qui étaient plus visuelles, où tu vois pareil quand on me montrait ou quand un prof prenait le temps de me dire me faire un dessin, un schéma, tu vois, je me disais ok, ça c'est visuel, ça me parle, je comprends mieux. Et du coup pareil, c'est ce que j'essaye de faire sur ma chaîne, de me dire il y a plusieurs langages en fait dans la vulgarisation, le fait de transmettre les connaissances. À l'école c'est scolaire, c'est comme ça, mais il y a aussi des gens qui sont plus dans
capter l'attention par un langage visuel, parfois créatif. En fait, il y a tout ça que je trouve hyper fort ou que tu peux retrouver dans les musées, avec beaucoup de muséologie et tout. Et c'est ce que je voulais faire après au fil de mes études. Pareil, t'as des expos où tu peux toucher, où tu peux dessiner, où t'as des scénographies qui te plongent dans un univers complètement autre que ce truc de faire des exercices, d'être noté, qui moi ne m'allait pas du tout. Ah bah l'école c'est un moule. Hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est intéressant parce que c'est sûr que quand tu évolues en sciences, t'es obligé de passer par un certain formalisme mathématique. Ouais. Mais surtout au collège, il y a quand même beaucoup de notions qui passent sans passer par les mathématiques, et puis on pourrait faire une introduction avant au sujet sans passer par ce formalisme-là. Mais je comprends même, moi-même, on m'a refusé toutes les options scientifiques que je voulais faire. Ah ouais? Collège et lycée, ouais. Et puis c'est à la fac où j'ai pris, je suis pas allée en prépa parce que j'avais pas envie encore de me faire refuser. C'est à la fac, c'était, je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais si tu voulais rentrer, tu rentrais, peu importe. Il y avait pas c'était pas sur dossier ou quoi. Okay. Je suis allée en physique et puis là après ça s'est bien passé. Mais tout ce qui était collège et lycée, à chaque fois que j'ai voulu faire une option scientifique, j'avais pas d'assez bonnes notes. Alors j'étais suffisamment moyenne à chaque fois pour passer mes classes, mais j'ai jamais eu d'assez bonnes notes pour être acceptée dans les programmes qui étaient contingentés. Bah même après, moi, pour rentrer en école d'art, alors j'ai eu de la chance, je suis rentrée sur concours, mais une fois que t'étais j'ai fait ce qui s'appelle une mise à niveau en art appliqué. En gros, quand tu veux rentrer dans une école d'art un peu spécialisée, genre dans les métiers d'art, tu dois faire une mise à niveau quand t'as fait un bac général pour avoir un peu toutes les notions artistiques de métiers d'art. Donc c'est une espèce d'année de prépa pour les diplômes un peu spécialisés. J'ai fait cette année et du coup c'est une année très très dense parce que t'as toutes les disciplines artistiques, genre du dessin 2D, du volume, du modelage, plein de choses mêlées à de la physique-chimie, des mathématiques, t'as toutes ces matières-là, donc c'est très dense. Et si tu veux avoir une entrée, donc par exemple dans ce qu'on appelle un DMA, un diplôme des métiers d'art, comme je voulais faire, il faut que t'aies la moyenne partout. Mm-hmm. Et j'avais les maths. Et j'avais 4. Ah ouais. Et le prof de maths, il m'a dit mais vas-y, viens en cours, mets ton livre devant toi, même pendant les contrôles et tout. Et j'étais non, mais en fait, c'est même pas une histoire d'un livre, je ne comprends pas les mécanismes, je n'arrive pas, en fait. Ça fait longtemps et je n'y arrive pas. Mm-hmm. Et il voyait qu'en fait, j'étais présente en cours, j'essayais, il me faisait passer au tableau et en fait, c'était voilà. Il m'a dit, mais là, en fait, t'as la moyenne partout, sauf en maths, tu peux pas passer, quoi. Et j'étais, bah ouais, mais moi, là, je joue pas ma vie, mais enfin. Pas loin. Tu vois, genre, surtout des diplômes comme ça où t'as 10 personnes par an qui en ont. Voilà. Et un jour, il m'a dit, bon, on se donne une dernière chance, tu viens à telle heure, genre à 10h du matin, je te fais passer au tableau, je te mets des équations, on essaye de les résoudre ensemble. Genre vraiment, je sentais qu'il voulait que j'y arrive et tout. Et je suis arrivée, j'ai pris la craie, j'ai fondu en larmes devant un tableau. C'est vrai. Et je lui ai dit, je ne comprends pas, je n'y arrive pas, je suis désolée, je ne peux pas. Et il m'a dit, mais si, et tout. Il est venu, il a pris la craie, j'ai dit, non, en fait, tant pis. Et je suis partie. Le lendemain, il est venu avec mon bulletin et il m'avait mis 10 de moyenne. Et il m'a dit, t'as fait au mieux. T'as été là, t'as fait ce que t'as pu, on en a parlé, t'as communiqué. Je te mets quand même 10 parce que t'as essayé et t'as été là, tu vois, et c'était un trop beau cadeau. Et, c'est un cadeau incroyable. Franchement, c'était incroyable. Et du coup, j'ai eu mon entrée en diplôme, tu vois, parce que Puis après, il y avait plus jamais de maths. Il y en avait, mais comme j'avais fait cette année, enfin, je sais plus, j'avais réussi à être dispensée. Je sais plus comment je m'étais débrouillée, donc j'étais assez contente. Mais ouais, ça, c'est des gens qui m'ont un peu marqué dans mon parcours parce qu'ils m'ont donné la chance et qui se sont dit, ok, elle fait au mieux. Ouais. Mais compliqué. Mais surtout si t'es prof de maths dans une école où tu sais qu'il y a plus de maths après. Ouais. Parce que ça, les maths, je sais pas pourquoi, là, c'est le critère de sélection pour sélectionner les gens, comme si c'était... même en école d'art, tu vois. C'est ça, c'est comme si c'était... moi, je suis d'accord pour dire que les maths sont importantes, hein, mais... ouais, c'est important. Après, oui, mais de là à ce que ce soit rédhibitoire pour entrer en école d'art, tu vois, là, je comprends plus, quoi. Après, moi, j'ai intégré un diplôme qui s'appelle un diplôme en matériaux de synthèse. C'est tout ce qui est manipulation de composants chimiques qui t'aident à faire du moulage et de la sculpture. Donc, souvent, c'est quand même, franchement, physique, chimie, mathématiques. T'as quand même, souvent, ça marche, c'est des choses qui fonctionnent en bicomposants. Donc, t'as 2 résines à mélanger. Il faut quand même faire des pourcentages
pourcentage. Enfin, il y a quand même eu des maths en vrai. Et bon, après, je faisais faire les... Enfin, des pourcentages, des ratios, tout ça, c'est pas des maths. Il y a mathématiques, quoi. Ouais, j'imagine que c'était pas ces maths-là. Mais pour moi, c'est beaucoup compliqué, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les maths qui te permettaient d'entrer, j'imagine que c'était pas juste un ratio et une règle de 3. Ouais, c'est ça. C'était autre chose, c'est plus compliqué. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, je me suis dit, oui, bon, tu sais, j'essaie de me trouver des raisons. C'est vrai qu'ils avaient raison quand même d'insister là-dessus. Donc, t'as fait une école d'art. Ouais. Comment est-ce que tu la réutilises aujourd'hui dans ta vulgarisation? Bah, c'est là tout le temps. En gros, je voulais être scientifique. Après, je voulais être docteur de dauphins. Vétérinaire ou juste étudier les dauphins? Non. Vétérinaire, je sais pas, je voulais soigner les dauphins. Lubie de... Ça, c'est les lubies de petites filles. Ah, mais complètement. Vraiment, sauver Willy, tout ça. Je suis allée à Marineland voir des orques. Et ça, voilà, pas très éthique, tout ça, madame. Non, pas du tout. Et en même temps, quand t'es petit, tu calcules pas. Puis c'était une autre époque. Ouais, aussi. C'est ça. Et en fait, du coup, comme j'ai fait la croix sur le scientifique pur, on va dire, je me suis dit, de toute façon, j'ai toujours dessiné, été créative depuis que je suis petite. Je me suis dit, de toute façon, c'est logique pour moi d'aller dans une école d'art. Mais quitte à y aller, je vais diluer cette curiosité scientifique dans mon travail. Donc, j'ai fait un espèce de un mémoire de 2 ans. J'ai fait un mémoire sur justement comment l'art peut servir la science, comment la science peut servir l'art et en fait comment l'un peut servir l'autre. Et du coup, quand je suis sortie de l'école, je voulais faire de la muséologie. Donc, j'ai fait 2 stages au Muséum d'Histoire Naturelle par la suite, parce qu'il y a des ateliers de sculpture, de moulage. Ensuite, j'ai fait un stage en préparation et dégagement dans l'atelier de paléontologie. Donc, ils reçoivent les fossiles, ils les dégagent. Et après, tu dois faire du moulage et de la réplique en résine de tous les fossiles qui rentrent au muséum pour avoir des traces, parce que ça peut être fragile, ça peut se casser, ça peut même se faire voler. Et souvent, quand les scientifiques ils viennent étudier des fossiles, on leur donne la réplique en résine, parce que du coup, c'est moins fragile. Et du coup, je voulais vraiment faire ça. Et aussi travailler dans la grande galerie de l'évolution. Je travaillais avec les taxidermistes, avec les gens. Il faut faire de la sculpture sous les taxidermies, ce genre de choses. Donc, tous ces métiers manuels attraits à la science. Et en fait, il y en a beaucoup des métiers manuels attraits à la science, attachés à la science. Et du coup, je voulais faire ça. Et aujourd'hui, sur la chaîne, très marqué par C'est pas sorcier, quoi. C'est vraiment passer, comme je te dis, par ce langage visuel, faire des maquettes, des costumes. Après, en ce moment, de plus en plus, j'essaie de faire de l'observation avec des endoscopes et tout. Mais ouais, je réutilise tout le temps ça, quoi. Du coup, j'ai acquis quelques petites compétences manuelles et je les dilue au mieux que je peux dans ces explications scientifiques. Quand tu t'es lancée ou pendant que tu t'es lancée, c'était quoi tes inspirations et comment tu t'es formée à la vulgarisation scientifique? Mes aspirations, c'était un peu déjà les vulgarisateurs existants. Moi, j'en consommais, mais ça pouvait être aussi pas forcément de la vulgarisation scientifique. Genre Patrick Beau, tu vois, ses façons de mettre un storytelling. Moi, j'aime beaucoup ça, tu vois, raconter des histoires, etc. Donc, toutes ces choses qui me plaisaient bien. Quand je me suis lancée, c'est une longue histoire, quoi, de comment je me suis lancée. Mais en tout cas, j'ai rencontré Pierre Kerner. En fait, on se suivait. En fait, quand je suis sortie d'école d'art, je voulais faire de la muséologie, mais j'étais artisan bijoutière et je faisais des bijoux entomologiques. Genre, je prenais des fragments d'insectes et je les moulais et j'en faisais des répliques en laiton, etc. Pour justement, j'avais fait aussi tout un exercice sur comment réconcilier les phobies par l'objet. Donc, tout ce qui est un peu, tu portes contre toi un sujet de phobie. J'ai travaillé là-dessus. Et en fait, Pierre me suivait d'avant que je fasse ma chaîne YouTube là-dessus. Et moi, je suivais ses bouquins, etc. Et donc, parfois, on se likait des trucs. Et quand j'ai commencé à me poser la question de la vulgarisation, je me suis dit, mais en fait, vu qu'on est un peu en contact, peut-être que je peux lui demander ce qu'il en pense, parce que j'étais en mode zéro légitimité. Mais tu vas jamais faire de la vulgarisation, ça n'a aucun sens, quoi. Et je lui ai envoyé un message, est-ce qu'on pourrait parler de quelque chose? Et il m'a dit, ok, demain 10h, café, dispo. J'ai fait genre, oui. Et du coup, je lui ai dit, oui, je sais pas comment faire, je sais pas dans quel milieu je veux rentrer, quelles sont les méthodes de travail et tout. Il m'a dit, café des sciences, déjà. Ouais, bien sûr. Parce que j'avais un épisode sur ma chaîne et elle avait plus de 6 mois d'existence, donc c'était ok. Il m'a dit, je te parraine, y a pas de souci. Et après, quand il a vu que j'étais déterminée quand même à apprendre, que je voulais en fait avancer, il m'a vraiment pris sous son aile, quoi. Moi, Pierre, aujourd'hui, je pense que sans lui, j'en serais pas au 10e. Et même au niveau de la motivation, parce que j'avais ce gros complexe de l'imposteur, je l'ai encore aujourd'hui, mais du coup, petit à petit, j'ai un peu plus de légitimité parce qu'on m'appelle pour faire plus de choses et tout. Et il m'a poussé au cul, quoi, c'est le mot. Il m'appelait, il me disait, demain, tu fais quoi? Ok, on se prend 3 heures, et il me faisait découvrir Altmetrix, etc. Bon, fais voir, envoie ton script, t'as écrit quoi comme vidéo aujourd'hui, t'as fait quoi, tu me l'envoies, je te la relis. Mais je dis, mais ça a dû lui demander une énergie énorme aussi, tu vois, il a d'autres choses à faire, Pierre. Et il a été incroyable, vraiment d'une disponibilité, d'une générosité avec moi
énorme, parce que je pense que ça le touchait un peu, ce truc de non, je suis pas légitime, je vais pas y arriver. Et après, ça a été cool parce que j'ai rencontré d'autres vulgarisateurs petit à petit, des Sébastien Carassou qui te disent mais moi j'ai bac plus 11 000 et j'ai toujours un complexe de l'imposteur, on l'a tous, ça ne part jamais, faut juste vivre avec et s'entourer et trouver des méthodes de travail. Et petit à petit, Pierre il m'a aidé à avoir des méthodes de travail irréprochable dans le sens où c'est toujours relu, où je suis toujours entourée, etc. Parce que je ne suis pas experte et que, comme je te dis, je joue la curieuse. Et voilà. Et maintenant, j'arrive à diffuser à peu près des scripts qui sont toujours bien cadrés, à peu près structurés. Je découvre encore, c'est long, mais voilà, c'est des méthodes. Après, ta chaîne secondaire, en vrai, plein de fois, je me dis, mais telle question, je pourrais la poser à Pierre, mais tu sollicites trop Pierre. Sur Syllabus Plus, il y a trop de trucs. Donc ça aussi, c'est fou. Parfois, avec 3 ans de recul, là, un peu pro sur la vulgarisation, je me dis que justement en tant que parcours non scientifique ça pourrait être intéressant aussi que j'en parle, mais bon je me dis pareil, je peux légitimement en parler, mais bon. Mais je me dis tu vois, hier il y avait une fille qui sortait de la conférence, mais moi j'ai fait une école d'art, je veux faire une chaîne YouTube mais je suis pas légitime. Je lui dis same. En fait si, c'est possible, il faut du travail, il faut du temps aussi. J'ai eu de la chance parce que je l'ai fait sur un chômage, donc c'était cool, j'avais du temps, mais de la méthode aussi, parce que t'as appris la méthode finalement avec Pierre. Disons que dans le lot des mentors qui puissent exister, Pierre, t'as quand même eu un très très beau mentor. Mais encore aujourd'hui, et en fait, ce qui est assez cool, c'est que moi, je suis très j'ai peur d'embêter les gens et de les solliciter trop. Bien sûr. Et en fait, Pierre, il m'a dit, écoute, t'as des compétences à moi qui t'intéressent, je vais te les offrir quand je peux et que j'ai de la dispo. Mais toi aussi, t'as des compétences qui m'intéressent parce qu'en fait, j'ai besoin de dessins pour faire mes vignettes Insta, j'ai besoin de ça, tu veux bien faire ça, et là, je veux faire ça, un podcast, tu veux bien m'aider à écrire. Et en fait, ce qui est cool, c'est que on a trouvé un fonctionnement maintenant qui est totalement naturel. Je sais que si lui, il m'envoie, là, il est en train de finaliser une BD, il m'a dit voilà, t'en penses quoi du style artistique et tout. J'essaye d'être un peu conseillère créative sur ces trucs, et lui du coup je sais que le lendemain il va me dire bon vas-y, tu m'avais parlé d'un script, envoie. Et on a trouvé un fonctionnement comme ça, une espèce de cercle vertueux, et c'est trop cool en vrai. C'est parce que du coup j'ai l'impression de lui servir aussi un peu, et c'est hyper enrichissant du coup pour tous les deux. C'est trop bien. Super. C'était Ainsi mon terme, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le noter et le liker sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ainsi qu'à le partager évidemment. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bye.